d'interrogation sur le plan mondial. La première puissance du monde vit un point d'interrogation avec un nouveau président. La France vit un point d'interrogation avec les prochaines élections. L'Europe, j'aurais pu parler de l'Europe avant avec le Brexit britannique et d'autres qui parlent de quitter l'Europe. Haïti vient d'avoir un nouveau président après 2 ans de point d'interrogation, vous voyez, mais ça continue. Ça fait une vingtaine d'années que ça dure en Haïti, l'instabilité. Heureusement, souhaitons-le tous que ce soit au moins une nouvelle étape, une étape enfin vers la stabilité. Mais bon, restons optimistes. Ça fait 213 ans qu'on est optimiste, alors pourquoi ne pas continuer? Une année de plus, c'est pas trop grave. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir, de faire quelque chose d'inédit, puisque à l'occasion de la publication du livre, album, si je puis dire, de Corentin Follen, le voilà. Donc je le reçois, nous le recevons pour parler un peu de ce qu'il a vécu en Haïti. Mais en attendant, d'abord je vous présente Corentin Follen. Donc il est un jeune, comme vous le voyez, reporter photographe. Si vous le dites. Vous en avez l'air, rassurez-vous. Donc un jeune reporter photographe qui a eu 2 fois le World Press, c'est ça, mondial, donc primé 2 fois, et qui, pour ce travail sur Haïti, a obtenu le prix AFD Libération en décembre dernier. Donc voilà, un peu baroudeur, mais vous aurez l'occasion de vous présenter. Voilà qui est Corentin Follen. Quant à Christophe Roigny, qui a très aimablement accepté de venir jouer le jeu, si j'ose dire, puisque je dis plutôt que de se livrer à une simple présentation d'un livre, et Corentin Follen m'a dit « Ah mais oui, mais j'ai vécu en Haïti, je connais Haïti, mais je ne sais pas si je peux faire une conférence sur Haïti. » Je dis « Non, mais bon, c'est l'occasion de parler d'Haïti, d'Haïti actuel, et de prendre un témoin, même s'il n'est pas en Haïti maintenant tous les jours, mais enfin, Christophe Roigny, vous avez un passé qui parle pour vous, donc écrivain, historien, journaliste au monde diplomatique et à d'autres supports, alternative économique aussi, oui. Pigiste de temps en temps. Voilà, vous avez été maître de conférence au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, donc on ne peut pas tout mettre sur un panonceau, sur un porte-nom. Donc voilà, et vous avez eu la particularité d'écrire un livre qui s'appelle « Haïti n'existe pas » il y a une douzaine d'années de ça. Donc Haïti n'existe pas, et où notamment vous relatiez l'expérience du président Aristide, dont vous avez été un des conseillers. Voilà, rapidement présenté donc, nos 2 interlocuteurs ce soir. Donc évidemment le dialogue va passer d'un côté à l'autre en alternance. Alors je commencerai par la question classique. Quand on n'est pas haïtien, quand on n'est pas né en Haïti, ou quand on n'a pas vécu depuis son enfance en Haïti, la question est toute simple, je dirais chronologique, c'est pourquoi, quand et comment. Pourquoi Haïti, comment Haïti, et à partir de quand, enfin, toutes les questions que l'on peut se poser, à part peut-être votre métier. Je vous en prie. Alors moi, pour moi, Haïti, je découvre Haïti en même temps que le tremblement de terre le 12 janvier 2010. J'avais aucune connaissance de ce pays, pour dire les choses. Hein. J'avais pas appris son histoire à l'école, ou j'avais pas eu d'autres expériences par rapport à Haïti. Et donc, à l'époque, je couvrais, en tant que photographe indépendant, l'actualité en France et à l'étranger. Et vu la situation, vu l'ampleur du drame, je décide de partir. Donc j'arrive 5 jours après le tremblement de terre et je reste une bonne semaine où je couvre voilà, pour la presse la situation sur place. Et puis tout au long de l'année 2010, j'ai l'occasion d'y retourner. J'y reviens au mois de mars, je reste 1 mois sur place pour un magazine et puis pour continuer de raconter un petit peu les conséquences humanitaires, sanitaires. Et puis je retourne encore à nouveau à la fin de l'année en couvrant les élections et puis l'arrivée du choléra, enfin toutes les problématiques liées beaucoup à l'humanitaire, à la gestion de la catastrophe. Et puis en fait en 2012, j'avais mis un peu de côté Haïti, j'étais parti sur d'autres situations de conflits, de terrain humanitaire.
Et puis je décide de retourner en Haïti, mais cette fois-ci en passant du temps, sans forcément partir avec un sujet très défini, et surtout en voulant raconter autre chose, que j'avais perçu un peu des prémices qu'en Haïti, il y avait autre chose que la misère, la violence et le tout humanitaire. Et je m'étais dit, derrière, il y a quand même un peuple fier, il y a une histoire forte, il y a une culture impressionnante, il y a des énergies, et voilà. Donc j'ai commencé comme ça en 2012, et puis 2013, avec 2014, je suis revenu plusieurs fois, je suis venu au total 19 fois, donc entre 2 semaines et 1 mois, sur plusieurs périodes. Donc j'ai pu voir aussi l'évolution ou l'absence d'évolution de la reconstruction. Et ça m'a permis aussi de passer du temps et rencontrer pas mal d'Haïtiens, que ce soit les Haïtiens de la rue, que ce soit des sociologues, politiciens, artistes. Et donc d'avoir un espèce de panel assez large et de me rendre compte, effectivement, il y avait vraiment une énergie, il y avait vraiment une richesse en fait, de ce pays pauvre dont on parle en étant systématiquement, on dit que c'est un pays qui fait partie des pays les plus pauvres du monde, ou en tout cas plus pauvres de l'hémisphère nord, en disant que c'est un pays maudit, en disant tout ce que j'entendais dans la presse. Alors moi je travaille essentiellement pour la presse, donc je suis assez bien conscient de comment fonctionnent les journalistes et comment aussi, au bout d'une certaine manière, au bout d'un certain moment, peut-être les journalistes aussi ou les médias prennent un peu trop facilement des stéréotypes ou des usages de langage, et on ne se pose plus trop la question au bout d'un moment. Haïti, Haïti c'est simple, c'est la misère, c'est maudit. Et donc c'est une espèce de fascination et de facilité aussi de rester là-dedans. Et moi au contraire, je me suis dit mais non, il y a autre chose. Et j'ai proposé cet angle, donc de parler un peu de ces énergies et cette autre facette sur le pays à la presse qui a plutôt été assez réceptive, et qui m'a publié dans différents magazines, différents quotidiens en France. Je pense que ce qui leur a plu, c'est pas tant Haïti en tant que tel, mais c'est plutôt effectivement ce regard. Et j'entends souvent, oui, mais les journalistes, vous la misère, ça fait vendre. Je suis pas sûr, et finalement, non, ça a été un peu la preuve du contraire. C'est que justement, là, je parlais pas de misère, et j'arrivais quand même à intéresser les journaux. Et puis de là a abouti un peu ce livre qui résume assez succinctement tout ce travail un peu de longue haleine. Et puis je vais continuer, j'y retourne en février. Donc là le livre est sorti officiellement hier, et je vais le lancer à Port-au-Prince. Et puis j'ai un travail encore, j'ai plusieurs sujets de travail sur Haïti, et voilà. Bon, c'est une histoire d'amour, hein, Haïti, très rapidement aussi, c'est ça en fait. Pourquoi? C'est pas tant, là je parle beaucoup de mon travail, mais c'est aussi une histoire de relation. C'est pas pour ça, par exemple. Et Haïti, je pense que pour tous ceux qui y sont allés au moins une fois, avec qui j'ai discuté, il y a cette relation très forte, et parfois très intime, ou très, très émotionnelle. Et voilà. Très bien. La dernière fois que vous étiez en Haïti, ça remonte à quand? Alors c'était au mois de mai 2016. D'accord. Donc vous terminiez le travail en fait. Alors voilà, c'est un travail que je pense qui ne sera jamais vraiment terminé, parce que Haïti évolue tout le temps, la société évolue, certaines choses n'évoluent pas évidemment, mais c'est aussi intéressant de raconter ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ou de quelle manière il y a une évolution. Mais pour l'instant, oui, j'ai vraiment envie de... Ce livre est un premier pas, une première conclusion, mais ça va aboutir... j'ai déjà le projet d'un autre livre qui sera très différent, qui va parler plutôt du carnaval de Jacmel, qui sera plutôt sur un travail sur des portraits des costumes. Toujours dans cette volonté de raconter autre chose, de montrer une autre image d'Haïti. Voilà, mais effectivement, non, pour l'instant, j'en ai pas fini avec Haïti. Alors, la question qu'on a envie de vous poser, vous voulez montrer le quotidien. Donc vous n'êtes pas dans le registre belle plage, la musique, les peintres, la littérature, ce qui est quand même louable en Haïti. Il n'y a pas à en avoir honte, mais il y a autre chose en Haïti. Vous êtes en train de nous dire que vous en avez apporté la preuve que vous vouliez montrer Haïti autrement, dans sa réalité. Alors la question, quand on va en Haïti pour dire on veut parler d'Haïti, de la vraie,
comment est-ce qu'on a toute la liberté pour le faire? Je suis haïtien, j'y ai vécu, mais le quotidien d'Haïti ces dernières années, je ne le connais pas. Donc, comment ça s'est passé? Alors, j'ai pas voulu non plus faire un livre, on va dire, touristique, qui montrerait effectivement les belles plages, qui montrerait les plats culinaires, qui montrerait les traditions, qui montrerait un petit peu le quotidien dans la campagne, avec des images qu'on voit, enfin qu'on connaît effectivement, et qui sont très louables. Mais effectivement, moi, il s'avère que je suis photographe et journaliste, et même dans ma volonté de montrer une autre image d'Haïti, je voulais pas tomber dans l'angélisme, je voulais pas montrer non plus une image qui existe, mais qui serait peut-être trop naïve sur le pays. Et ce qui m'intéresse, c'est de rester quand même ancré sur des problématiques. Donc je montre par exemple le développement du tourisme dans mon travail. J'aborde effectivement cette volonté par le ministère du Tourisme de redynamiser, de réaménager certaines plages, certains hôtels, certains quartiers ou places, ou mettre en valeur le patrimoine historique. Donc je parle de ça, mais en montrant aussi certaines limites. Voilà, est-ce qu'il faut tomber, il faut faire attention peut-être de ne pas tomber dans le tourisme de masse, comme on pourrait imaginer, et quand on voit un peu le voisin dominicain, on pourrait aussi facilement, je pense, avoir envie de faire la même chose, c'est-à-dire du rendement, et puis beaucoup de tourisme, avec le risque de tout bétonner, etc. Donc je pose quand même aussi des limites dans ma réflexion, et montrer aussi, malheureusement, Haïti, il y a il y a des projets, mais effectivement, parfois, même souvent, qui s'arrêtent aussi aux possibilités que le développement et le tourisme, il ne viendra pas si effectivement il n'y a pas au niveau politique, on va dire j'allais dire un apaisement, mais une stabilité. Une stabilité, exactement. Et que en fait, tout est lié, et c'est d'où la complexité, pourquoi Haïti a du mal, je pense, à ressortir. Elle a connu un passé plutôt glorieux par certains côtés. Et sur le tourisme, dans des années 50 à 80, effectivement, il y avait les prémices quand même du tourisme des Caraïbes, qui a débuté quand même en Haïti. Et puis après, il y a eu toute cette dégradation. Mais bon, voilà, j'essaie de montrer comment Haïti aussi essaie ou les Haïtiens, ou certains essaient d'avoir ces petites lueurs d'espoir qui pourraient effectivement, parce qu'effectivement le tourisme, je pense que ce sera un potentiel important pour Haïti, par ses paysages, ses paysages préservés, ses plages préservées, et c'est encore un pays qui reste assez... qui pourrait intéresser une forme de tourisme, peut-être plus éco-responsable. Et à quoi ça ressemble à Port-au-Prince? Parce qu'on dit beaucoup de choses sur la promotion du tourisme en Haïti, mais est-ce que Port-au-Prince, après tous les dégâts de ce tremblement de terre, est-ce que Port-au-Prince accueille encore du tourisme? Là, c'est un témoignage que je vous parle. Alors, il y a les chiffres du ministère du Tourisme, il y a à peu près 2 ans, c'était annoncé 400 000 touristes par an. Sur Haïti. Sur Haïti. Alors, c'est un chiffre qui est politique, on va dire, puisque moi, les vrais touristes, c'est-à-dire des voyageurs qui décident d'aller en Haïti pour visiter sans aide de la diaspora, sans aide humanitaire, en fait, j'ai rencontré un couple sur les 6 ans passés, un couple de vrais touristes qui était en République dominicaine et qui s'est dit: ah, mais à Haïti, à côté, on n'a qu'à y aller. Voilà, je les ai croisés à Jacmel, mais ce qu'on appelle les chiffres du ministère du Tourisme, en fait, ils comptent tous ceux qui débarquent à l'aéroport de Port-au-Prince, donc ils comptent tous les employés. Y compris les ONG, surtout les employés des ONG, des organisations humanitaires, et puis aussi tous ceux aussi de la diaspora, je pense, mais qui effectivement parfois viennent aussi en tant que touristes, mais viennent aussi retrouver leur famille ou font des allers-retours. Et est-ce que la MINUSTA est considérée comme touriste? Alors, je pense qu'ils ne comptent pas les soldats de la MINUSTA, j'espère, parce que effectivement j'ai pas vérifié les chiffres, mais j'avais à l'époque, j'avais discuté avec la ministre Stéphanie Vildouin, et j'avais essayé de la titiller là-dessus en lui disant: mais bon, honnêtement, il n'y a pas 400 000 touristes qui débarquent, on les verrait.
Et On n'est pas à 10 000 près. voilà. Les 400. Mais, Il faut compter aussi ceux qui arrivent à l'Abadie. Alors il compte dans la effectivement croisière. je pense effectivement l'Abadie qui est une enclave touristique au nord près de Cap-Haïtien où 2 fois par semaine il y a à peu près 3000, 5000 des croisiéristes américains qui font un tour et qui débarquent le matin, qui repartent l'après-midi, ce qui est a priori la première ressource touristique, donc ils les prennent en compte, effectivement, vous avez bien raison de préciser ça. On va réaliser tout à l'heure l'échange avec la salle. Donc pour l'instant, je vous fais parler. D'accord. Et je me tourne vers Christophe Wagny qui vient d'être intervenu avec beaucoup d'à-propos. Donc même motif, même punition. Vous avez poussé Racine, si j'ose dire, en Haïti à un certain moment. Alors la question, je vous pose les trois affaires. Enfin, c'est que c'est des affaires ou des 3 interrogations. Comment, pourquoi Haïti, comment débarque-t-on en Haïti et au point de devenir ce que vous avez été en Haïti? Moi, je pense qu'on débarque souvent par hasard. Bon, c'est vrai que, disons, moi c'était un pays dont j'avais entendu parler, une indépendance qui était liée à la Révolution française. Donc c'est sûr que je connaissais un peu l'histoire d'Haïti et je me disais dans mes pérégrinations ici ou là, il faudrait quand même un jour que j'aille en Haïti, je voudrais quand même voir un peu. Bon, j'ai vu à peu près toutes les anciennes colonies françaises et celle-là qui pourtant a devancé les autres de beaucoup, bon, je ne la connais pas. Mais bon, c'était comme une espèce d'envie, de vœu. Et puis, bon, il s'est trouvé que, ça n'a rien à voir avec Haïti, mais j'avais écrit la biographie de Monseigneur Gaillot. Monseigneur Gaillot, c'est un évêque français très contestataire qui a fini par perdre son évêché. Bon, et il m'intéressait parce qu'il était un indiscutable contestataire. Et puis, un jour, à l'évêché d'Évreux, où un dimanche, on mangeait ensemble, il me dit « Tiens, tu sais, demain, je rencontre le nouveau président élu d'Haïti, qui n'a pas encore pris ses fonctions, mais qui fait un premier voyage en France. » Et alors, je lui dis « Écoute, tu as beaucoup de chance, moi, j'aimerais bien aussi le rencontrer. » Puis Gaillot me dit « Oui, mais tu sais, il est là 48 heures, il a un emploi du temps chargé. » Et je dis, bah essaie quand même. On est en 87. Non, nous sommes en 91. 91, oui. On est en 91. Et puis, bon, par un hasard miraculeux, j'ai rencontré Aristide. Bon, je travaillais aussi pour une maison d'édition qui faisait pas mal de livres liés au tiers-monde. Et puis, bon, je lui ai serré la main, évidemment, mais je lui ai tout de suite proposé d'écrire sa biographie, qui s'est transformée en une sorte d'autobiographie. Et c'est donc comme ça que je suis arrivé en Haïti, 2 jours avant qu'il soit officiellement intronisé. J'ai donc assisté à toutes les cérémonies. Et puis ensuite, je l'ai vu, disons, une bonne trentaine de fois au cours de l'année 91. Voilà donc comment je suis arrivé en Haïti. Bon, je n'ai pas été complètement surpris par l'état d'Haïti, parce que bon, je connaissais un peu l'Afrique de l'Ouest et d'autres pays pauvres, démunis ou appauvris, disait Aristide à l'époque. Et donc, les choses ne m'ont pas fondamentalement étonné, d'autant que je m'en suis rendu compte après que je suis tombé dans une ville de Port-au-Prince d'une propreté que, évidemment, je n'ai jamais retrouvée ensuite. Bon, il y avait des fleurs partout, il n'y avait pas le moindre fatras qui traînait dans les rues. Donc c'était assez extraordinaire. Et puis bon, il y avait une liesse populaire. Et puis bon, ensuite, de fil en aiguille, disons, quelques mois après, 8 mois après, Aristide était renversé par un coup d'État. Bon, il m'avait proposé de travailler définitivement pour lui, d'être, si j'ose dire, un peu son nègre sur un certain nombre de sujets. Et bon, ce que j'avais accepté, mais le coup d'État a bouleversé les plans, et ensuite, un peu plus tard, bon, je suis allé 2 ou 3 fois à Caracas où il était réfugié, et puis ensuite, à partir de janvier 93, oui, j'ai travaillé avec lui à Washington où il était en exil. Donc, et en fait, dans les premières années d'Haïti, j'ai surtout connu Washington. Et après, vous l'avez suivi quand il a été rétabli dans ses fonctions. Oui, voilà, j'ai achevé mon mandat en même temps que lui le sien, quoi, en 96. Et donc, bon, c'est là que j'ai séjourné en Haïti. Et puis, bon, j'y suis retourné beaucoup, disons, très souvent au cours du XXe siècle. Au XXIe siècle, un peu moins.
D'accord. Mais vous n'aviez plus de fonction. À un moment, vous l'avez suivi dans son second mandat? Non, parce que j'ai considéré que moi, j'étais allé soutenir quelqu'un qui me paraissait peut-être dans toute l'histoire d'Haïti, enfin, l'un de ceux qui pouvaient vraiment lutter contre cette malédiction, pour reprendre le terme que les journalistes aiment bien, en fait. Bon, si malédiction il y a, c'est la malédiction qu'a lancé l'Occident contre ce pays qui a chassé les Blancs en 1804, bon, ce qui était complètement intolérable pour le monde occidental. Donc on a jeté une espèce d'interdit, de malédiction sur Haïti, et on peut dire qu'on a réussi, au-delà de nos espérances, dans l'ostracisme dans lequel on a mis ce pays. Mais j'avais l'impression, comme beaucoup d'autres, hein, quand on voit la presse de l'époque, en 90, que là, il y avait peut-être une chance, disons, de lutter contre une espèce de déterminisme historique, d'ostracisme dans lequel le pays était, et qu'il y avait un homme qui pouvait jouer ce rôle-là. Bon, il n'a pas pu, pas su ou pas voulu, ça c'est un débat qui pourrait être long, mais c'est vrai que ça m'a paru extraordinaire d'accompagner cette période, qui était une période où les gens avaient vraiment un espoir absolument faramineux, que ensuite j'ai jamais retrouvé. Et j'ai eu un peu l'impression, ce qui peut me rendre pessimiste aujourd'hui, qu'on allait ensuite de Caribe en Silla, au fil des présidences, des mouvements sociaux, des désastres écologiques. Et j'ai en particulier l'impression qu'avec le dernier président en exercice, Martelly, on avait atteint le fond. Mais je me demande quelquefois si en dessous du fond, il n'y a pas encore du fond. Là, je fais référence à un des derniers articles que j'ai écrit pour Le Monde diplomatique, mais c'était sur un très gros roman de Bob Chakotis, la femme qui avait perdu son âme, un remarquable roman, bon, un gros pavé, mais qui la moitié est consacrée en Haïti. Et il emploie cette phrase, lui qui est allé très souvent en Haïti comme journaliste, comme ONGiste, et il dit, il y retourne à un moment donné, il dit au moins, j'ai une certitude, c'est que ça ne peut pas être pire que la fois précédente. Et puis il dit, non, finalement, je n'avais pas bien observé, je suis un mauvais analyste, je viens d'y retourner, c'est pire. Et évidemment, aujourd'hui, mon interrogation à moi, c'est comment est-ce qu'on peut sortir de cette espèce d'impasse, de ce cul-de-sac, dans lequel, moi j'avais appelé un livre « Haïti n'existe pas », mais je voulais surtout dire qu'on a empêché Haïti d'exister. Les élites haïtiennes d'un côté et puis l'Occident de l'autre, disons, se sont donné la main pour empêcher que ce pays soit un pays, soit un pays, soit une nation, soit une entité en voie de développement. On a tout fait pour l'empêcher et on a réussi à empêcher Haïti d'exister. Alors mon titre à ce moment-là m'avait été beaucoup reproché, mais c'est évidemment ce que je voulais dire. On a eu, au point que l'on a utilisé le terme de coup de grâce en 2010, au moment du tremblement de terre. Et c'est vrai, on a eu l'impression qu'après tout ce qu'avait vécu Haïti, que cet événement, enfin ce cataclysme naturel, venait donner un coup de grâce à la situation en Haïti. Oui, j'avais écrit à l'époque, c'était un cataclysme naturel aux conséquences terribles, mais c'était quand même ce qui avait frappé Haïti, c'était d'abord la tectonique de la misère. C'est parce que c'est un pays qui ne fonctionne pas, qui n'a pas d'urbanisme, où on a laissé, disons, faire n'importe quoi, qu'on a atteint un tel état de catastrophe. C'est d'abord la misère et donc la gestion politique qui est responsable du tremblement de terre. Ensuite, effectivement, j'entends bien que les éléments ont joué un rôle important, mais le même tremblement de terre, il y en a eu un très peu de temps après, de la même ampleur au Chili, où il y a eu 900 morts, et qui était tout près d'une des grandes villes du Chili. Donc le tremblement de terre, pour moi, est un phénomène naturel, mais c'est un phénomène, disons, ses conséquences sont éminemment politiques. Elles viennent de espèce d'incurie, d'inconscience de la classe politique qui gouverne Haïti, qui l'a gouverné avant le séisme et qui l'a gouverné après, puisque finalement après, on a choisi, ou les 20% d'Haïtiens qui ont voté, ont choisi un amuseur, qui n'a résolu évidemment aucun problème, aucun des problèmes de fond du pays. Enfin, c'est vite dit que les 20% d'Haïtiens... Non, le dialogue avec la salle va avoir lieu tout à l'heure. Pour l'instant,
ici. En tout cas, n'inquiétez pas, je vais vous donner la parole. Pas de problème. Tout le monde aura l'occasion de s'exprimer. Donc, je me tourne à nouveau vers vous. Alors, c'est pas pour une confrontation, bien entendu. Vous n'avez pas vécu les mêmes expériences, rassurez-vous. Mais ce que dit Christophe Wargny, c'est perçu, c'est assez palpable quand on est en Haïti, si je puis dire, parce qu'on a la réalité sous les yeux. Et puis vous y étiez à la période des élections, là, un peu. Ça se passait comment? Puisqu'il y a beaucoup de mouvements de foule, comme partout, quand il y a des élections. Moi, j'ai pas le recul effectivement de Christophe dans l'histoire, même si effectivement j'ai lu et je me suis documenté sur toute l'histoire du pays. Mais effectivement, moi, mon histoire avec Haïti, elle est récente. Alors, pour revenir justement pour le tremblement de terre, certains ont affirmé que même le tremblement de terre était peut-être une chance pour Haïti. Ce qui est assez effroyable et en même temps, ce qui peut s'entendre dans certaines, c'est que c'était un point de départ pour repartir sur une bonne base. C'était le raisonnement paradoxal. On était beaucoup à le partager. On s'est dit, après ce coup-là, le monde entier est au courant, il va se passer quelque chose. Voilà. Alors moi ce que j'ai vu, effectivement, c'est l'arrivée de toutes ces ONG, pour certaines qui étaient déjà sur place, mais effectivement, ça a été un peu un nouvel envahissement, une nouvelle invasion, et pas forcément... alors sur le moment, effectivement, c'était dans l'urgence, et c'était vital. Et puis je pense que les travers habituels sont revenus très rapidement au galop, malgré les belles idées, les beaux espoirs. Et effectivement, on a vu à nouveau peut-être des ONG qui se sont implantées et qui ont peut-être plus perturbé la situation et pris un peu aussi la mainmise sur la situation. Il y a eu énormément de débats et de critiques. Raoul Peck en a fait un documentaire, effectivement, sur tout cet argent dont les Haïtiens avaient bien conscience et entendaient ça aux informations, et en même temps, au bout de quelques mois, se disaient mais cet argent il va où? Parce que moi j'ai rien. Et ça peut se comprendre en fait. Et de plus en plus, moi j'ai entendu, que ce soit des des Haïtiens de la rue ou des intellectuels, en fait la seule solution c'est laissez-nous, on vire toutes les ONG et on se débrouille par nous-mêmes. Effectivement, les 10 milliards de dollars qui ont été annoncés, il y a eu à peu près 7% qui ont été vraiment distribués pour le gouvernement haïtien, et avec 7% de cet argent, on ne fait pas grand-chose. Et c'est un peu aussi moi je pense que le souci, c'est qu'à un moment, il va falloir qu'effectivement Haïti ou les Haïtiens se prennent en charge et soient à nouveau, une nouvelle fois peut-être indépendantes, parce que cette indépendance qui date de 1804, en fait, très rapidement, ce que disait un peu Christophe, c'est qu'on n'a pas pardonné aux Haïtiens. Et en fait, Haïti, moi je ne dirais pas qu'Haïti n'existe pas, mais Haïti n'était pas indépendante ou pas suffisamment. Et peut-être il va falloir qu'elle réussisse à retrouver à nouveau cette indépendance de gestion, quitte à ce qu'au début, effectivement, ce que certains Haïtiens me disaient, c'est que ça soit à nouveau le chaos, mais que ce soit un chaos qu'on va devoir nous-mêmes organiser, et que ce ne soit pas des organisations étrangères ou les Américains qui eux ont leur vision sur le pays et ont leur volonté de reconstruire à leur manière. Alors là, nous sommes en train de parler de la situation socio-économique. On sait qu'il y a un problème sanitaire qui est chronique en Haïti, mais qui a été porté au paroxysme avec ce phénomène du choléra, qui a été lié à la MINUSTAH, justement, qui a fait, si j'ose dire, coup double pour rejeter la MINUSTAH. Non seulement on savait on a commencé à comprendre que ça ne servait pas à grand-chose que la MINUSTAH soit là, et que ce soit un membre de la MINUSTAH, un pays, enfin, en l'occurrence des Népalais. Enfin, un contingent népalais, effectivement. C'est un contingent. Le virus est venu de contingent népalais. Donc, contingent népalais. Donc, et à un moment, on disait que ça y est, le nombre de morts avait baissé en Haïti, qu'on était en passe de résoudre le problème du choléra. Et puis brusquement, il y a un pic. Alors justement, j'ai voulu entendre votre témoignage. Les experts
les experts. Alors il y a un Français, un biologiste français qui a annoncé que le choléra ne disparaîtrait pas dans les dizaines d'années à venir. C'est-à-dire qu'une fois que la souche du choléra est présente, vu la situation sanitaire et d'efficacité de traitement et hygiénique, le choléra ne disparaîtra pas d'Haïti à l'heure actuelle. Il n'y a aucune raison qu'il puisse disparaître. Effectivement, à chaque saison des pluies, on sait très bien que la résurgence accentue, etc. Donc ça sera très très long avant de le faire disparaître. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, encore une fois de plus, que ce sont les mêmes qui payent en Haïti? Au final, ce sont toujours les Haïtiens, effectivement. Enfin, en tout cas, les Haïtiens qui ne profitent pas, parce que je pense que certains aussi arrivent à tirer un peu les billes du panier. Mais oui, c'est un peu le souci, c'est que Haïti subit le contre-coup même de cette aide. Sur l'histoire du choléra, c'est assez flagrant. Oui, c'est le peuple qui c'est la masse qui subit, parce qu'effectivement, elle a difficilement la possibilité, elle, de s'en sortir, parce que quand on est dans la survie, on a qu'à voir sur les élections, il y a très peu d'Haïtiens, les dernières élections, qui ont réellement voté. Et je pense qu'il y a aussi un désarroi, c'est-à-dire que à quoi bon? Alors il y a eu un espoir effectivement sur Martelly, parce que c'est un chanteur très populaire, et on s'est dit, voilà quelqu'un qui ne vient pas du milieu politique, peut-être qu'il aura une vision ou une capacité de proposer autre chose. Je pense qu'il avait un certain bon fond, comme effectivement peut-être Aristide l'avait au début, et puis très rapidement il y a la réalité, déjà je pense que c'est pas en 4 ans ou en un mandat qu'on peut changer une situation aussi complexe. C'est un peu le souci, c'est quelle est la solution? C'est tellement un nœud qui est inextricable qu'il va falloir déjà, tirant un bout, on se rend compte que ça bloque, alors on va essayer de tirer un autre bout, et voilà, certains voudraient trancher le nœud. Vous avez un témoignage sur la question du choléra? Ah oui, je pense que oui, il n'y a rien à ajouter. Bon, c'est vrai que si Haïti brusquement devenait un pays sanitairement propre et développé, on pourrait espérer en quelques années l'éradication du choléra. Mais installé là où il est installé, il a malheureusement vocation à durer. Et on entendait dire une chose au moment du tremblement de terre. J'ai entendu certaines personnes le dire, je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai entendu dire, pour une fois, un mal a frappé tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de discrimination. Quelle que soit la couche de la population, il y a eu des victimes partout. Bon, on se console avec, on se comprend comme on peut, si je puis dire, quand on parle de ce genre de choses. Évidemment, personne ne peut s'en réjouir. Mais quand on voit le choléra qui arrive derrière comme une sorte de conséquence, on ne sait pas trop, on se dit encore une fois, les mêmes sont frappés, enfin, pour faire le même constat que vous venez de faire. Effectivement, le tremblement de terre a touché tout le monde, mais je pense qu'il vaut mieux être riche et victime du tremblement de terre que pauvre. Voilà. Dans tous les cas, effectivement, non, ça a été... Sur le moment, effectivement, il y a eu, dans ce qu'on voyait, dans ce qu'on lisait aussi, il y a eu une tête de résurgence, de prise de conscience des Haïtiens, du peuple haïtien, de tout le monde, quelle que soit la classe sociale, et même de la diaspora. Moi j'ai été frappé parce que du nombre d'Haïtiens qui revenaient au pays, d'abord pour aider, et puis certains ont décidé de s'investir, même d'investir dans le pays, et certaines personnalités, j'avais justement suivi Jean-Marie Théodat quand il était enseignant à la Sorbonne, et je l'avais suivi à son départ. Il est retourné au pays et depuis il est installé là-bas. Donc il y a eu quand même effectivement le tremblement de terre a permis de souder peut-être un pays où l'individualisme régnait, et l'ultralibéralisme régnait un peu, et chacun se débrouillait effectivement parce que l'État étant absent, chacun fait avec ses moyens. Donc il y a eu un peu cette solidarité, et on a retrouvé un peu ça aussi avec la tornade Matthew. J'ai vu un peu en voyant sur les réseaux sociaux, alors moi j'y suis pas allé, j'ai pas couvert la situation, mais je voyais un peu effectivement à Pétionville, il y avait
pas mal il y a eu cette résurgence liée aussi au réflexe qu'il y a eu au moment de tremblement de terre, d'accueillir, de distribuer des repas dans le quartier. Dans les quartiers, etc. Et il y a eu un investissement peut-être où chacun peut-être essaye un peu et la bourgeoisie aussi à cette peut-être se sent un petit peu responsable parfois. Mais sur la diaspora, je pense qu'il y a eu une volonté aussi de retrouver un peu ces racines. Moi, j'ai croisé des groupes d'Américains d'origine haïtienne, qui étaient, pour certains, qui n'avaient pas vécu en Haïti, ou même certains n'étaient pas nés en Haïti, dans le cadre de voyages, on va dire touristiques, parfois un peu qui mélangent humanitaire et touristique. Et effectivement, ils visitaient un peu le pays et on sentait cette soif quand même de retrouver ses racines, de se réapproprier le pays et de voir un peu par eux-mêmes la situation. Oui, je crois que je pense que je suis assez d'accord avec toi, Corentin. Il y a eu effectivement pendant quelques mois, je ne dirais pas quelques années, mais quelques mois, l'impression que il y avait eu destruction, donc il fallait qu'il y ait reconstruction. Et évidemment, dans le terme reconstruction, on n'est pas obligé de penser uniquement à l'urbanisme ou au logement. On peut penser aussi à reconstruction de la société et reconstruire une société qui soit moins inégalitaire, moins féroce que la société haïtienne. C'est une société où la lutte des classes est peut-être de basse intensité, mais elle est très très forte. Et il y a eu effectivement cette impression. Et on l'a vu par exemple, on a vu la vitesse avec laquelle un certain nombre de projets urbanistiques ou globaux sont apparus. Là, je recherchais, quand vous parliez, il y a un groupe de chercheurs haïtiano-québécois, mais surtout haïtiens de l'UQAM, l'Université de Montréal, qui a en quelques mois sorti un énorme pavé. Voilà ce qu'on pourrait sur 20 ans faire pour reconstruire le pays. Mais GRAN, ça s'appelle le GRAN. Voilà, le GRAN. Voilà. Je cherchais le nom, heureusement qu'il y a plus jeune que moi avec meilleure mémoire. Il s'agit effectivement du GRAN, qui a fait un travail énorme, mais d'autres ont fait ce type de travail. Et c'est vrai que j'ai feuilleté, moi, lire, c'était un pavé de 1000 pages, et puis tous les sujets ne m'intéressent pas forcément, mais il y avait vraiment une proposition globale, qui n'était pas à prendre ou à laisser, mais qui donnait l'impression qu'on pouvait reconstruire bien plus que l'urbanisme. Mais ça a duré quelques mois, au moment où le GRAN, c'était extraordinaire qu'en l'espace de 8 ou 9 mois, ils aient réussi à sortir leur proposition, mais peu de temps après la sortie de la proposition, on mesurait bien qu'on avait, disons, changé d'étape et que la société haïtienne se reconstruisait qu'à un, mais sur le modèle qui était le sien, c'est-à-dire un modèle extraordinairement inégalitaire, avec une classe moyenne très réduite, et que c'est cette société-là qui allait perdurer. Et dans un colloque organisé par Médecins du Monde, un ancien ministre, dont j'ai oublié le nom, de la santé, mais travaillant pour des ONG, puisque les ONG offrent beaucoup de débouchés à beaucoup de monde en Haïti. Il y a Digicel et les ONG. Si vous retirez ça, il n'y a plus beaucoup de possibilités d'emploi, notamment pour les cadres. Et il expliquait 1 an après qu'on s'acheminait probablement vers le constat suivant: le tremblement de terre allait renforcer les inégalités, puisque ceux qui le pouvaient avaient finalement spéculé sur la rareté du logement, par exemple. Il fallait les ONG, pour se loger, payer 2 fois, 3 fois plus cher, etc. L'État, évidemment, haïtien n'a pas imaginé un seul moment qu'on mette des taxes sur ces plus-values, disons, de location ou autres. Et petit à petit, la société s'est reformée comme elle a toujours été, c'est-à-dire, on dit souvent, Haïti, quand il y a un article dans le Monde correspondant, il se prend toujours la peine de répéter Haïti, le pays le plus pauvre des Amériques, mais c'est aussi et surtout le pays le plus inégalitaire des Amériques. On nous montre souvent, parce que c'est les images qui font choc, on nous montre les bidonvilles, on nous montre les gens qui ont faim, on nous montre les gamins dans la rue, mais on nous montre rarement les châteaux dans les différents quartiers de Pétionville, qui eux aussi sont un aspect de la vie haïtienne. Mais celui-là, on
on le montre plus rarement. Mais disons que 6 ans après, 6 ans ou 7 ans même, 7 ans après, on n'a pas, disons, la société haïtienne est un peu comme les immigrés qui sont venus en France en 1815, comme disons les élites n'ont rien appris ni rien oublié, elles sont absolument accrochées à leurs privilèges et manifestement, bon, on ne voit pas très bien quel choc pourrait, quel électrochoc pourrait modifier cette répartition des rôles et des richesses dans la société. Cela dit, ce que vous venez de dire est assez bien illustré là-dedans, puisque vous êtes allé un peu partout. Vous avez montré les différentes couches. Alors justement, moi j'ai un petit peu abordé la bourgeoisie parce que je voulais montrer que Haïti en fait a une bourgeoisie et c'est pas parce que c'est un pays pauvre effectivement qu'elle n'a pas le droit à sa bourgeoisie. Et c'était pas que pour dire, c'était pas du tout pour dire c'est scandaleux qu'il y ait une bourgeoisie en Haïti. Enfin c'est pas plus scandaleux qu'il y ait des grandes richesses aussi en France, avec des inégalités en France. Mais effectivement, c'était pour dire, oui, mais Haïti, en fait, est un pays qui, peut-être, faute d'être comme les autres, veut être comme les autres, ou a été comme les autres, et il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas ces différentes classes sociales, ce qui permet aussi de dire, non, Haïti, c'est pas que des pauvres. Tout comme Haïti n'est pas un pays, est un pays plutôt qui a une culture, une histoire, un passé qui a été la plus grande richesse pour la France quand elle était sous sa colonisation. Et c'est pour remettre aussi dans un contexte et ne pas voir ce pays et ne pas réduire ce pays à finalement, c'est un terrain de jeu pour les ONG, de jeu ou parfois même de business rentable, parce qu'effectivement le tremblement de terre a été un formidable vecteur de dons. Et d'ailleurs, je crois que MSF, à un moment donné, avait dit, tout comme elle avait dit au moment du tsunami 2004, avait dit stop pour les dons, maintenant on a ce qu'il faut. Ça avait fait râler certaines ONG, parce qu'effectivement, le fait de dire qu'on avait une opération en Haïti, il y avait tellement des sentiments qui s'étaient emparés par rapport au tremblement de terre et à la situation, que les gens étaient prêts à... Effectivement, il y a eu énormément de dons et d'envois, mais effectivement, si c'est pas canalisé, ça c'est toute la problématique. La chose s'est répétée à une échelle nettement moindre après Mathieu. Ouais. Mais des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut donner, à qui peut-on donner, comment peut-on faire. C'est toujours le problème, moi, quand on me demande, ah oui, Haïti, j'aimerais bien aider, qu'est-ce que je peux faire? Et souvent, je leur dis, je ne conseille pas une ONG plus qu'une autre, mais je leur dis, au lieu de partir en vacances en République dominicaine ou dans un autre pays, aller en touriste en Haïti. Dépenser quelques billets. Voilà, aller investir en Haïti, voilà, c'est des choses qui vont pas, mais qui sont peut-être pour moi plus efficaces parce que l'argent est directement injecté dans le pays. Aller acheter quelques peintures sur place, aller payer un chauffeur, un guide. Et moi là, c'est sûr que l'argent, on sait où elle va et elle va directement dans la poche des gens qui en ont besoin et qui vont pas, il n'y a pas de détournement, il n'y a pas de pourcentage qui va pour les banques qui font aussi le transfert des fonds. Et c'est difficile. Rien n'est simple en Haïti et même il n'y a pas de solution miracle, effectivement, c'est tout le problème, mais comme partout. Parce que tout doit être changé en même temps. J'avais discuté il y a quelques années avec une Française qui était chargée pour le ministère du logement, de s'occuper du cadastre. Parce qu'avant de reconstruire, en fait, et c'est pour ça que Port-au-Prince et ses environs ne s'est jamais vraiment reconstruit, il fallait déjà repartir à la base, c'est-à-dire savoir à qui appartenaient les terrains sur lesquels les maisons s'étaient effondrées. Et en fait, le travail était absolument gigantesque, parce qu'un certain nombre de maisons s'étaient construites, un grand nombre de maisons s'étaient construites sans autorisation, premièrement, ou parfois sans savoir qui était propriétaire du terrain. Et donc si des ONG reconstruisaient des maisons ou un quartier, le risque c'est de créer un autre problème, c'est que
potentiels propriétaires du terrain allaient débarquer après en disant bah ça j'ai le papier, c'est mon terrain, donc c'est ma maison, et donc ça allait pouvoir créer. Et c'est tout l'enjeu et la complexité. Je ne voudrais pas être à la place des gens qui travaillent dans l'humanitaire parce que c'est extrêmement, ça colle. Tout doit être extrêmement verrouillé, donc ça prend énormément de temps, énormément d'argent, parce que la moindre mauvaise gestion peut créer aussi des conséquences. Il y a l'exemple du riz, un exemple assez flagrant du riz qu'avait envoyé Bill Clinton en 91, sous couvert d'aider la crise alimentaire, et qui en fait, ces tonnes de riz qui sont arrivées, qui ont été déversées, et puis qui sont rentrées dans le marché économique et est devenu moins cher que le riz de la région de l'Artibonite, a détruit toute une région économique. Il l'a reconnu il y a un an et demi à peu près, en faisant un mis à coup de poing en disant oui que c'était une erreur. Et en fait, oui, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte quand on veut aider, quand on veut reconstruire, quand on veut prendre des décisions, c'est quelles sont les conséquences qu'il faut imaginer avant que ça soit trop tard. Alors, on est dans le constat, on est dans l'analyse. On va donner la parole à la salle, si vous permettez, pas de problème. C'est promis, ça s'est toujours passé comme ça, personne n'est brimé. On fait les choses dans l'ordre. Je comprends votre impatience. Pas de problème. On est au stade de constat, d'analyse. Osons parler un peu d'avenir. Qu'est-ce que vous en diriez, Christophe Ragny? Disons, l'avenir n'est sans doute n'est pas forcément dans les institutions haïtiennes, mais peut être aussi dans la vitalité de la société. Et c'est vrai qu'en ayant feuilleté l'album tout à l'heure avec Corentin et en ayant discuté un peu, bon, c'est vrai qu'il y a une multitude d'initiatives, les unes soutenues par les ONG, d'autres pas. Il y a une société civile qui... ce qu'on appelle société civile, bon, je préférerais employer le mot mouvement social. Il y a un mouvement social qui est indiscutable, qu'on va trouver par exemple chez les femmes, mais dans beaucoup d'autres secteurs. Et ça me paraît être ça probablement l'avenir de la société haïtienne. Et c'est à partir du moment où on aide un certain nombre de choses, je pense que c'est peut-être ça qu'il faudrait prioriser. Et c'est vrai que j'entendais récemment quelqu'un qui, critiquant la coopération française, disait coopération française, évidemment tout le monde parle français, ce qui est pratique pour parler avec ceux qui parlent français en Haïti, mais ceux qui parlent français ne sont pas forcément les dirigeants des associations de quartier, des syndicats paysans, etc. Donc on est entre gens bien, l'ambassade parle français, puis les élites parlent français. Il n'y a pas une seule personne à l'ambassade qui parle créole. Ce qui pourrait être tout de même très utile si on veut parler avec la société haïtienne, puisque dans un pays où 100% des gens parlent créole et, disons, 15% peut-être parlent français. C'est peut-être relativement un détail, mais l'avenir est là. Et probablement, Haïti a droit à des élections justes et non faussées, pour reprendre un traité européen, l'exploitation d'un traité européen récent. Il a droit à ça. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'élections en Haïti, la communauté internationale les a souvent financées et a souvent pensé ou dit qu'on allait faire des bonnes élections et enfin on sortirait de l'ornière et puis on aurait un État qui fonctionnerait. Bon, d'abord, le bailleur des élections, celui qui les finance, a eu tendance à pousser un peu le candidat qui lui plaisait le mieux. Et on l'a vu, disons, à plusieurs reprises ces derniers temps, puisque quand Martelly a été élu, il est arrivé en 3e position, puis finalement, un vague recomptage et des pressions internationales ont fait qu'on l'a mis en 2e position, de façon à ce qu'il participe au 2e tour. Mais ce qui est le plus... Et en ce qui concerne les élections, la période récente, alors qu'il y avait un consensus pour trouver qu'il y avait eu des tricheries et qu'il fallait recommencer, la communauté internationale poussait à mener jusqu'au bout le processus électoral, même vicieux. Et en fait, les élections, elles sont indispensables. Il faudrait que les Haïtiens puissent les organiser absolument eux-mêmes, mais elles ne sont pas, le seul levier de la démocratie. L'expérience montre depuis des décennies qu'il y a eu des élections, mettons depuis la chute de Duvalier, il y a eu beaucoup d'élections.
mais ça n'a pas forcément donné des résultats satisfaisants. Et je pense qu'il faut marcher sur deux pieds. D'un côté, il faut qu'il y ait des institutions, et dans les institutions, il n'y a pas que les institutions politiques, il y a l'institution judiciaire, qui n'existe pas du tout en Haïti, qui est non fonctionnelle. Et puis, il existe une société civile, et je pense qu'il faudrait parallèlement aider l'un et l'autre. D'ailleurs, l'un ayant comme de ses missions de contrôler l'autre. À partir du moment où on a un mouvement social puissant, dynamique, bon, il peut éviter les dérives autoritaires présidentialistes en Haïti, dans un pays où d'ailleurs le président, en théorie, a peu de pouvoir, il en a beaucoup moins qu'un président français, mais dont tout le monde accepte qu'il abuse de son pouvoir, et ceci bon, depuis une trentaine d'années. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément énormément de choses qui rendent optimiste, mais peut-être le comportement de la communauté internationale est un comportement qui est non productif, dans la mesure où il renforce toujours les élites existantes, celles qui sont faites champions, qui ont fait les mêmes écoles que nos élites à nous. Et je pense que tant qu'il n'y aura pas eu un changement majeur dans ce domaine, on aura beaucoup de mal à avancer. Merci Christophe. Vous souhaitez rajouter un petit mot pour Antoine ? Moi, je vais préciser, peut-être pas aussi grande échelle, mais sur des petits exemples que j'ai côtoyés, rencontrés, dont je parle un petit peu dans le livre. Je pense qu'il y a quand même des richesses en Haïti qui peuvent être développées, qui sont peut-être, s'ils étaient bien amenés, pourraient dans le futur. Il faut toujours prendre des pincettes parce qu'effectivement, on ne peut pas imaginer en termes de temps et de développement, mais je pense que j'ai abordé tout à l'heure la possibilité du développement du tourisme, d'une certaine forme de tourisme. Il y a un projet d'ailleurs sur l'île Lavache au sud, d'aménagement assez ambitieux, peut-être trop d'ailleurs, sur un complexe hôtelier. C'est une île assez paradisiaque, bon, même avec les travaux peut-être ça va un peu changer, mais ils ont l'air d'à peu près vouloir ne pas trop bétonner, donc ils ont l'air d'avoir un peu compris, je pense, enfin le ministère du Tourisme, qu'effectivement on pouvait peut-être développer un tourisme responsable. Oui, responsable en tout cas, pas comme à l'image exactement de la République dominicaine. Ça c'est un premier et je pense que l'Haïti des années 50 avait connu un peu ça et peut-être, en tout cas, elle mise beaucoup là-dessus. On peut parler aussi de l'artisanat, un artisanat qui est déjà développé dans toutes les Caraïbes, mais je pense qu'il y a aussi un savoir-faire, un talent, une création, une originalité qui peut être mise en avant. On peut aussi parler des peintres, même si la peinture haïtienne un peu, depuis une vingtaine d'années, je pense, a perdu de sa valeur, de son potentiel, mais il y a quand même aussi... il reste des galeries en Haïti. Il y a un an, un peu plus d'un an, il y avait une rétrospective quand même au Grand Palais à Paris. Donc ça quand même, c'est pas anodin. Il n'y a pas énormément de pays qui peuvent se targuer d'avoir une rétrospective de son art au Grand Palais de Paris. Et puis il y a toute la littérature, tous les écrivains, les poètes haïtiens. Je pense qu'il y a toute une dimension culturelle. Il y a le patrimoine. Moi j'ai un peu abordé. Je suis allé visiter tous les restes, alors ça va de la citadelle La Ferrière qui est classée à l'UNESCO depuis 1987, mais il n'y a pas que la citadelle La Ferrière, il y a énormément de forts qui pour la plupart ont été construits juste après l'indépendance. Je suis allé sur les traces, j'ai vu là où le père et je perds son nom, ça me reviendra après, mais effectivement il pourrait y avoir un circuit aussi touristique je crois qu'il y a d'ailleurs une compagnie touristique qui commence et avec qui j'ai discuté, commence à inclure dans parce qu'il n'y a pas que le tourisme farniente au bord de la plage, il y a effectivement l'ancien Club Med qui avait fermé en 91 sur la côte des Arcadiens, qui a réouvert qui a réouvert. L'hôtel était ouvert, mais il y a un tour opérateur, notamment Look Voyage, en décembre 2015 qui a relancé un tour opérateur donc pour une semaine all inclusive. Donc il y a eu les premiers touristes qui venaient
comme on vient dans pas mal d'autres pays, à l'image de ce que peut être un Club Med. Bon, ça c'est un tourisme, on va dire, un peu fainéant, hein, en ce moment de la plage. Mais bon, il y a eu des embauches, il y a eu l'hôtel a été réaménagé, les plages aussi. C'est un début, hein, après on peut critiquer ce genre de tourisme. Mais voilà, il y avait des excursions pour aller voir un fort qui était pas très loin. Donc il y a quand même une réflexion pas inintéressante. Là-dessus, il y a tout. Enfin voilà, quand on voit la ville de Jacmel qui est rénovée, enfin la rue principale qui conserve malgré le tremblement de terre quand même un patrimoine architectural qui, je pense, pourrait séduire pas mal de voyageurs. Il y a le carnaval effectivement qui peut être aussi une occasion de mettre en avant tout ce... Donc on voit quand même, il y a beaucoup de choses, il y a des lieux qui ont été réaménagés, des choses très simples, hein, pas forcément très coûteuses, mais qui permet aussi toute la formation, aussi il y a un manque de formation. Moi j'étais allé dans une école, à Port-au-Prince, une école hôtelière, qui forme les jeunes pour la restauration, la cuisine, le service, l'hôtellerie, parce qu'effectivement il y a eu des hôtels, alors des hôtels de luxe qui ont été construits en plein Port-au-Prince, soi-disant pour faire venir les touristes. Bon, pour l'instant c'est plutôt ceux qui ont les mandats des organisations internationales, humanitaires qui viennent les remplir, mais aussi peut-être quelques investisseurs. Voilà, il y a aussi tout un patrimoine, enfin une richesse sur l'agriculture, parce que Haïti a été quand même un grenier sous le temps de la colonie, entre le cacao, le café, l'indigo, le tabac, le sucre, le coton. Alors maintenant, effectivement, avec la déforestation, c'est compliqué, mais c'est quand même un pays qui pourrait aussi renouer avec ça. Voilà, j'avais rencontré une Française qui avait relancé une usine de vétiver. Enfin, il faut savoir que Haïti est le plus gros producteur de vétiver, et notamment au niveau qualitatif. Et le vétiver, ça sert pour des parfums, et elle était en négociation avec un contrat avec, je ne sais plus si c'était Dior ou Chanel. Donc c'est quand même aussi, il y a aussi ces apports haut de gamme qui peuvent être. Il y a le rhum Barbancourt aussi, qui est un peu un des rares produits exportés en Haïti, mais il y avait aussi une discussion sur les mangues. Haïti est un gros producteur de mangues, et il y a certaines variétés extrêmement recherchées, et je crois qu'à l'époque, il y a 6 ans, le Préval avait été abordé par Coca-Cola pour peut-être avoir une négociation sur exporter de la mangue pour en faire du jus aux États-Unis. Donc effectivement, je pense qu'il y a des petites zones comme ça. J'ai visité l'usine Surtab, qui est la marque d'une tablette numérique, une tablette digitale, voilà, comme fait Apple, et elle est assemblée et construite à Port-au-Prince. Voilà, elle est vendue notamment en Haïti, et effectivement, si les Haïtiens un peu se sentent investis, et plutôt d'acheter, ceux qui ont les moyens, effectivement, plutôt que d'acheter des tablettes numériques étrangères, une espèce de nationalisme qui pourrait aider aussi à acheter local. Voilà, c'était assez intéressant ce projet, parce que la main-d'œuvre était formée, elle était mieux payée que le salaire minimum. Il y avait, je crois, l'assurance sociale qui était payée. Enfin, il y avait un respect plus important que ce qu'on pouvait voir dans les autres, à la Sonapil, donc les autres usines où c'était de l'assemblage textile, où là c'est vraiment de la main-d'œuvre pas chère, avec un salaire minimum qui ne permet pas de se développer, et c'est de l'assemblage textile comme ça fait depuis quelques dizaines d'années que ça existe, notamment pour le marché américain. Mais voilà, on voit ces petites lueurs. Moi j'ai du mal à être totalement négatif, et j'ai du mal à être totalement positif pour Haïti, mais j'essaye quand même de mettre l'accent là-dessus, sur ces projets qui montrent aussi un dynamisme et une envie, enfin toujours une espèce de vitalité typiquement haïtienne, et qui voilà, parfois laisse peut-être entrevoir une petite lueur. Ouais. Mais juste un mot. C'est vrai que quand on est dans n'importe quelle île Caraïbe, bon, on achète des petits objets, donc c'est marqué souvenir de la Guadeloupe, bon, si on est à la Guadeloupe, et en fait on voit bien, quand on connaît Haïti, que tout ça a été fabriqué en Haïti. Et c'est vrai que c'est un des secteurs qui a
relativement explosé, s'est développé ces derniers temps. Bon, moi je suis collectionneur, disons, de fer haïtien, ceux qui sont fabriqués à la Croix des Bouquets. Et c'est vrai que bon, quand j'y suis allé la première fois, ils étaient 5. Aujourd'hui, ils sont une centaine de ferronniers à travailler là. Donc, ça veut dire que c'est un secteur qui, lui, est relativement en pleine expansion. Et l'un des grands paradoxes d'Haïti, enfin, avant de parler du paradoxe, juste, je pense qu'il y a la place pour un tourisme nomade. Il ne faut peut-être pas forcément imiter la République dominicaine ou Cuba dans les propositions touristiques, mais il y a un patrimoine, qu'il soit géographique ou historique. Les gens qui vont passer 15 jours dans un pays n'ont aucun problème en Haïti pour leur donner une extraordinaire variété sur 2 ou 3 semaines. Et ça, c'est une possibilité. Bon, c'est peut-être pas ce qui a été choisi, mais c'est une possibilité. Et puis, bon, moi, je terminerai sur ce qui est toujours pour moi un paradoxe, quand je vois disons, l'extraordinaire foisonnement de la littérature haïtienne dans un pays où la moitié des gens sont analphabètes et un pays bon, qui a toutes les difficultés qu'on a évoquées. Et bon, il y a un nombre d'écrivains qui émergent régulièrement. Bon, il y a une qualité, aussi bien dans le domaine des essais, bon, la poésie, bien sûr, les Haïtiens ont toujours aimé ça, mais du roman, bon, avec un certain nombre de gens primés, et même, bon, un académicien. Mais et là, c'est plutôt moi qui pose une question, je me la pose depuis longtemps, disons, comment un pays dans cet état-là peut engendrer, disons, un tel foisonnement littéraire et artistique, quand je le compare à des pays d'Afrique sahélienne, par exemple, qui peuvent avoir à peu près les mêmes 10 ou 12 millions d'habitants, je me dis qu'il n'y a pas comparaison. Alors, pourquoi? Ça pourrait être une chance. Jusque-là, bon, il n'y a pas eu de jonction entre cette énorme chance culturelle et puis les progrès du pays, mais peut-être ça pourrait progresser. Bon, c'est vrai que la notion d'intellectuel de gauche qui a pu jouer un rôle important en France au fil des décennies n'existe pas en Haïti, bien que, bon, on va apparaître des prises de position intéressantes. Mais pourquoi, disons, un pays abandonné, isolé, en difficulté, produit ce type de richesse à foison? Alors là, ça c'est une question peut-être dont la réponse viendra de la salle. Ben, je vous remercie, messieurs, temporairement, puisque ce n'est pas terminé, donc vous avez plutôt répondu à mes questions. Je vous ai laissé le loisir de me dire, de dire à tout le monde ce que vous aviez, votre perception de la situation aussi bien passée que présente d'Haïti. La parole circule. Il y a des questions. C'est bon, Jeremy. Non, mais je laisse la première, monsieur. Non, j'ai pas de question, moi. Non, Je vous invite. Non, moi, c'était juste pour vous, monsieur Wani. Vous dites que vous connaissez monsieur Aristide depuis les années 90. Vous avez fait les 7 premiers mois de mandat, et ensuite vous l'avez suivi en exil, et vous êtes revenu après. Pendant toute cette période-là, vous avez vu que l'homme avait évolué quand même. Comment, à la fin, pouvez-vous espérer, au vu de l'évolution de l'homme en lui-même, qu'il puisse amener quelque chose de concret à Haïti? Oui, alors je ne sais pas si je ne pense pas qu'il puisse apporter quelque chose de concret en Haïti aujourd'hui dans ce que j'ai appelé le 21e siècle. Il représentait, disons pour moi, et manifestement quand on regarde la presse de l'époque. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, mais puisque la Constitution faisait qu'il ne pouvait pas se représenter, donc il a fait un peu comme fait tous les dictateurs, on met un petit panthère en place qui occupe la place de la Château, et ensuite de revient. Mais à aucun moment, en tout cas, j'ai bien lu votre bouquin, à aucun moment je n'ai senti la dénonciation ou bien une mise en garde par rapport à ce qu'était devenu l'homme. Ah si, j'ai consacré une certaine place à la dérive de l'homme. Bon, c'est vrai qu'il est arrivé au pouvoir avec un programme et surtout un espoir et un enthousiasme. Bon, il n'a pu durer que 8 mois au pouvoir, victime d'un coup d'État. Bon, ça a été évidemment une première embûche sérieuse. Et ensuite, je ne nie pas que l'homme ait forcément évolué. Finalement installé à Washington,
souhaitant revenir et achever son mandat, bon, il a dû, dans un premier temps, faire un certain nombre de concessions. Ça, c'est pour la période où il a été président. Et après, il a, disons, donné dans une dérive autoritaire, avec goût du pouvoir, comme, disons, beaucoup de ses devanciers. Et c'est vrai que lorsqu'il a, disons, choisi, comme les présidents haïtiens essaient souvent de le faire, depuis la nouvelle constitution, lorsqu'il a choisi Préval comme successeur, son arrière-pensée était de revenir au pouvoir, et on s'approchait de plus en plus du pouvoir pour le pouvoir. Alors ceci étant, dans la dérive, l'homme a sûrement une responsabilité, puisqu'il est le président, mais la communauté internationale en a une importante, qui a laissé faire le coup d'État, et puis l'entourage, dans certains cas, bon, j'en ai été parfois le témoin, c'est l'entourage lui-même qui pousse le chef à outrepasser son pouvoir, à manier l'arbitraire. Et c'est vrai qu'à partir de la fin de son premier mandat, bon, les choses ont commencé à déraper, comme elles dérapaient d'ailleurs chez un certain nombre de ses partisans qui étaient venus avec de réelles bonnes intentions, la volonté de changer les choses. Et je dirais qu'il y en a pas mal qui venaient d'ailleurs de la diaspora. Bon, il y en a un certain nombre qui se sont ré-haïtianisés. J'emploie le terme pour dire simplement qu'ils ont fini par faire d'importantes concessions aux mœurs politiques locales et à toutes les dérives que ça entraîne. Donc j'ai effectivement tenté d'analyser ces dérives-là, mais elles tiennent à l'homme, elles tiennent, disons, à l'oncle Sam, et elles tiennent aux habitudes haïtiennes qui poussent tout le monde à demander au chef d'être encore plus chef. Alors que, comme je disais tout à l'heure, le président de la République haïtienne n'a pas théoriquement des pouvoirs aussi étendus que ceux qu'il s'arroge. On parle beaucoup d'action haïtienne, haïtiano-haïtienne, mais finalement, ça se passe en Haïti comme ça se passera ailleurs. Mais le problème n'est-il pas tout simplement l'absence de contre-pouvoir? Donc Aristide, dans un autre pays où il y aurait défaillance de tous les autres contre-pouvoirs, ne conduirait-elle pas finalement à la même situation, au même résultat? Oui, je ne vais pas monopoliser les réponses. Hein. Ça n'est pas moi qui viens d'écrire un livre. Mais je pense effectivement que c'est une des clés de l'installation d'une démocratie, bon, toujours imparfaite, c'est l'importance des contre-pouvoirs. Il faut que le pouvoir respecte le contre-pouvoir et même l'encourage à exister, ce qui n'est absolument pas le cas en Haïti, où généralement le pouvoir, disons, va à un certain stade manier la coercition, voire la violence, contre ceux qui exercent le contre-pouvoir, et petit à petit, il va leur proposer une alternative, ou bien vous allez avoir des ennuis encore plus gros, vous, les contre-pouvoirs, ou bien venez avec moi, je peux même vous acheter un peu pour que vous veniez avec moi. Et c'est vrai que il n'y a jamais personne pour arbitrer, puisque, comme je disais tout à l'heure, le pouvoir judiciaire n'existe pas. Bon, bien sûr, il y a des juges, hein, mais ils ne sont absolument pas indépendants, et c'est vrai que, disons, si vous êtes un voleur de mangue, ben, vous pouvez passer 3 ans en prison parce que personne ne va instruire votre dossier et personne ne décidera quoi que ce soit. Si vous êtes un trafiquant de cocaïne, bon, au bout de quelques jours, vous serez sorti parce qu'il y aura des gens pour parler pour vous et surtout pour sortir les gourdes ou les dollars nécessaires. Et c'est vrai qu'aucun pays ne peut fonctionner sans la séparation des 3 pouvoirs. Hein. Je ne fais pas de la publicité pour disons les philosophes français, mais la définition de Montesquieu me paraît, disons, universelle et définitive. Il doit y avoir 3 pouvoirs. En Haïti, il y en a un à coup sûr qui outrepasse ce que la Constitution lui donne. Il y en a un autre, l'Assemblée, bon, dont les prérogatives sont pourtant importantes, mais qui les exerce mal. Et puis, le pouvoir judiciaire, lui, est absent, donc tout arbitrage est impossible. Et on le voit, bon, lorsqu'il s'agit d'organiser les élections. Bon, en Haïti, c'est le CEP. C'est quoi le CEP, ça veut dire Commission électorale provisoire. Bon, après tout, pourquoi pas, c'est un tiers pouvoir qui met
disons, les membres n'ont jamais été choisis d'une façon claire et indépendante, et par ailleurs, l'institution est toujours restée provisoire, alors que c'est la Constitution de 1987 qui le prévoit. Donc le tiers pouvoir judiciaire, électoral, constitutionnel, vérification de la Constitution n'existe pas. Et bon, ce que je dis là, les experts de l'ONU aux droits de l'homme qui se sont succédés ont tous souligné que c'était une des difficultés majeures. Il n'y a pas de pays sans justice. Ou bien alors, il y a un pays où chaque fois qu'on change de régime, qu'il y a un coup d'État, la première chose qu'on fait, c'est de déchirer la page d'histoire précédente et puis on repart à zéro. C'est-à-dire tous ceux qui ont été les tricheurs, les voleurs ou les assassins ne sont pas poursuivis. Et on peut le voir en Haïti, où on peut reprocher aujourd'hui à Aristide un certain nombre de vols, voire d'utilisation de la violence. On pouvait bien sûr le reprocher encore plus à Jean-Claude Duvalier. Aucun d'entre eux n'a été poursuivi de quelque façon que ce soit. Donc c'est très difficile de construire une histoire et une société de construire une société si on oublie son histoire. Or, en Haïti, on déchire les pages d'histoire, on repart à zéro, et là aussi la communauté internationale, il pousse constamment. Bon, allez, ok, on fait une amnistie légale sur laquelle on est tous d'accord, on repart à zéro, on ne poursuit pas les délinquants politiques ou économiques, et bien sûr, ça ne va pas forcément encourager un exercice satisfaisant de la démocratie, puisqu'on sait que si on est un voleur ou un tricheur, on ne sera pas condamné, en fait. D'ailleurs, je crois que à l'école, les livres d'histoire s'arrêtent à 1957, arrivée de François Duvalier au pouvoir. Si je ne me trompe pas, ça va pas, il n'y a pas de... Non, je crois qu'il y a eu des mises à jour. Depuis le séisme. Quand j'ai vu les livres d'histoire, parce que ça m'intéresse particulièrement, non, cette fois ils vont un peu plus loin. D'accord. Okay. Un peu plus loin, mais avec beaucoup de précautions. Ouais. Et les livres d'histoire, ils sont comme si c'était strictement la succession d'un certain nombre de présidents de la République qui sont tous finalement bien, quoi. Il n'y a pas une analyse profonde de la raison. Non, il n'y a pas d'une vision critique de l'histoire. Sur le contre-pouvoir, le problème, c'est que les partis d'opposition, il y a énormément de partis d'opposition, comme il y a eu énormément de candidats aux élections, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment un contre-pouvoir, c'est une succession c'est une multitude de personnes qui veulent prendre le pouvoir à la place de l'autre pour faire exactement la même chose, c'est-à-dire s'approprier le pouvoir pour soi-même, ses proches. Et c'est un peu le souci, c'est qu'à chaque fois qu'il y a, pendant les élections précédentes, toutes les contestations, elles étaient un peu systématiques, parce que finalement il y avait même un classement des partis et des candidats en fonction du nombre de voix dans lesquelles il y avait des malversations. Et en fait tous les partis et tous les candidats ont magouillé, en fait, si on résume. Donc c'est un peu le souci, c'est que je pense que c'est la classe politique, elle doit changer, en fait. Elle doit vraiment, il faudrait là-dessus aussi changer les mentalités, parce que ça a été vraiment depuis François Duvalier, toute la classe politique ou la raison de devenir homme politique a été pervertie par cette idée que en fait, être politique, c'est en fait d'abord s'en mettre plein les poches, et puis après réfléchir si est-ce qu'on peut aider son quartier, son village, sa famille. Donc je pense qu'effectivement, peut-être la nouvelle génération, peut-être les nouvelles générations, avec l'arrivée d'Internet, avec cette soif de s'informer, de voir un peu les modèles qui se passent ailleurs, peut-être peut aussi potentiellement faire un peu évoluer, puis avec tous ces jeunes qui ont fait des études à l'étranger qui reviennent, alors peut-être effectivement il peut y avoir une évolution des mentalités, mais bon ça va être aussi long, je pense. J'aurais ajouté qu'il y avait moi je suis tombé sur des très bons manuels d'instruction civique, hein, qui étaient donc manifestement entre les mains des élèves, puisqu'ils étaient en vente en librairie, et bon, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de préceptes qui sont énoncés, qui découlent de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qui sont là, que donc les enfants sont censés, je suppose, apprendre à l'école. Vous avez bien dit censé. Eh oui, censé. Enfin, juste pour la continuité de ce qu'elle est.